Classe flexible ou coin regroupement? Regroupement flexible. Ah! Je te Ah. reconnais bien là. Mmh. Rituel du matin ou activité libre? Ah, je c'est fou parce que j'avais avoir envie de mélanger les 2 termes à chaque fois. Rituel, libre, Waouh, trop bien. Chanter avec les élèves ou raconter une histoire? raconter une histoire tous les Prépa jours. Préparer à l'avance ou improviser? Un peu des 2. Individualisation ou collectif avant tout? Faire en sorte que l'individu trouve sa place dans le collectif. Kiffer l'école ou faire kiffer l'école? Les 2. Café ou tisane en salle des maîtres? Thé ou eau chaude, OK. nature. Pâte à modeler ou peinture? Pâte à modeler maison et peinture, absolument, tout le temps. Désolée, j'arrive pas à choisir. Non, mais c'est très bien, pas de souci. Récréation sous la pluie ou ensoleillée? Ah bah, au soleil, bien sûr. Allez, pour l'accueil du matin, poignée de main ou mot doux à l'oreille? L'accueil du matin, mmh, qu'est-ce que j'avais mis? Hem, sourire et mots d'accueil. Mmh. Adaptation ou normalisation? Je comprends pas la question. C'est conceptuel, c'est pour ça je passe à la suivante. Allez, un outil pour tous ou des adaptations pour chacun? Waouh! Des outils pour tous avec des adaptations pour chacun? Bah oui, Mais bien très sûr, bien, les 2. mais Bah oui. oui. S'inspirer des collègues ou tracer sa propre route? S'inspirer des collègues. Ta classe idéale, laboratoire ou cocon? Un laboratoire d'expérience permanent. Mmh. Allez, un conseil à donner à un jeune prof ou une jeune prof, s'écouter ou écouter les autres? S'écouter. S'écouter soi absolument, on reçoit énormément de conseils et je dirais s'écouter soi d'abord. Alors, on pourrait aider ceux et celles qui vont nous regarder à préparer une première entrée en maternelle en leur donnant tout un tas de conseils. Mais aujourd'hui, avec toi, Émilie, on va plutôt tenter de signaler les récifs, les pièges à éviter pour que ceux qui nous regardent puissent tracer leur route et naviguer en sécurité dans cette phase d'apprentissage de leur métier. Bienvenue, Émilie. Merci. Merci Nathalie. Bonjour. Dis-moi, tu nous raconterais pour commencer une situation lors de ta première entrée de maternelle où tu as eu vraiment le sentiment de t'être planté et surtout tu nous dis qu'est-ce qui t'a permis de t'en rendre compte? Alors, très rapidement, très rapidement dans l'année, j'étais en petite section de maternelle, toute jeune prof et j'avais des élèves qui ne voulaient pas dormir à la sieste et c'était compliqué parce que c'était un dortoir avec, une quarantaine d'enfants et il y en avait qui vraiment mettaient le boxon et je ne savais pas comment gérer et il y a une dame qui travaillait dans l'école qui m'a dit: «Ah mais c'est simple, hein, tu leur dis que le loup arrive et ça va les calmer» et donc elle avait tout un stratagème où elle, faisait, tu sais, elle jouait avec la poignée de porte du dortoir. Elle passait la tête dans le couloir, elle disait: «Vous l'entendez?» Donc les enfants étaient tétanisés de peur et elle me disait: «Moi, c'est comme ça que ça marche, essaye, tu vas voir» et un jour, j'étais tellement dépassée par, le dortoir en question que j'ai regardé par la porte en m'interrogeant: «Est-ce que je vais le faire ou je vais pas le faire?» et il y a un enfant, Jules il s'appelle, qui me fait: «C'est le loup?» et je l'ai regardé et j'ai hésité pendant un quart de seconde à me dire: «Est-ce que je fais ce truc parce que clairement ça a l'air de marcher, parce qu'il s'est déjà calmé ou est-ce que je le fais pas?» et heu et voilà donc je crois avoir, enfin si je me souviens très bien, avoir joué là-dessus et ensuite m'être sentie super mal et de m'être dit: «Oh là, plus jamais je fais peur à un enfant quand il se couche, en fait». Donc je j'avais pas la solution, mais je me suis dit à ce moment-là: «Non, il y a des avis que je vais pas suivre» et comme une débutante, en fait, je me suis dit: «Non, mais cette personne, elle est plus chevronnée que moi, ça a l'air de marcher», en plus, elle était très, très sympa avec les enfants, je m'entendais bien avec elle. Je me suis dit: «Bon, bah, c'est peut-être ça la solution». Donc non. Je m'en suis rendue compte toute seule parce qu'en fait, ça vibrait mal, ça m'a mise très mal à l'aise et j'ai été très gênée. Ouais. Mais du coup, j'ai envie de formuler un premier piège à éviter, c'est de faire des choses, qui ne résonnent pas en nous et qui sont en complet désaccord avec ce qu'on est. Mmh. Ouais, exactement. Donc Ouais, si vous le sentez pas, c'est que probablement il faut pas y aller. ouais, OK, en tout cas pour vous. Ouais, trop bien, ça marche. Allez, pour commencer, on va parler de la préparation. Avant d'aller en classe, on se prépare et quand on fait une première entrée, ben, on se prépare beaucoup quand on a la chance de savoir où on va aller. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter?
dans cette préparation de cette première rentrée? Alors ce que je dirais, ce qui est chouette, c'est que comme on vient de passer le concours, comme on avait le nez dans les programmes et cetera, ils sont encore assez neufs et assez clairs. Donc je pense qu'une bonne préparation, ça passe par la connaissance des programmes. Enfin, pas faire l'économie de ça et il faut les relire, tout au long de sa carrière. Moi, je les redécouvre, régulièrement et j'avais l'impression de les connaître par cœur, qu'il y a des petites subtilités voilà, que je redécouvre. Donc savoir où on va et puis avoir en tête, oui, ce qu'on aimerait que les enfants apprennent, je pense que ça, c'est, indispensable. Et les pièges, c'est quoi? C'est d'en faire trop? C'est, d'essayer de préparer trop de séances? Ça serait quoi cette préparation, piégeuse? Alors ce qui est sûr, je pense qu'on voit toujours trop. On imagine, enfin, on fait toujours trop. Quand on débute, on se dit qu'on aura le temps de faire la trace écrite, que les enfants vont pouvoir, verbaliser, qu'on va pouvoir faire des activités de ci et ça et puis dans les faits, rien que d'avoir tout le monde assis avec un papier, un crayon devant soi, ça va prendre, plus de temps que prévu donc souvent moi je revoyais beaucoup à la baisse mes exigences et mes objectifs au fur et à mesure de la séance. Donc oui, on a tendance à trop préparer, mais à la limite, je pense que c'est mieux d'avoir une séance vraiment bien construite, bien préparée avec plein de choses dedans, quitte à en extraire, ouais, quitte à ne pas tout faire la première fois, du premier coup. Si tu avais un conseil à donner à l'Émilie que tu étais, justement sur ces préparations, 1 an après, tu lui aurais dit quoi sur les préparations? Te couche pas à 2 heures du matin. Ouais, carrément. Il vaut mieux que tu sois en forme et que tu aies bien dormi et que la fiche de prep soit pas parfaite. Hem, ensuite, qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais, «L'expérience va vachement t'aider, donc vas-y, lance-toi, amuse-toi, heu, fais-toi confiance». Et peut-être que dans cette préparation, tu avais oublié un truc? Tu avais oublié des choses? Peut-être les représentations que tu avais de la maternelle, et tu t'es dit quelques semaines après: «En fait, c'est là-dessus que j'aurais dû passer du temps, sur mon été». Par exemple, moi, ces pièges de tu vois, de 1re rentrée en maternelle, je pense que j'avais une mauvaise représentation de ce qu'était l'enfant de maternelle et j'avais pas du tout imaginé que, passer une consigne, c'était aussi compliqué, que finalement, de rassembler des enfants, ça demandait beaucoup de temps, de tact et qu'un message collectif, n'avait aucune valeur dans les premiers temps d'une petite section, par exemple, tu vois? C'est-à-dire que j'ai il y a des pièges dans lesquels je suis tombée parce que j'avais les mauvaises représentations de ce qu'était un enfant de maternelle et que j'ai fait des choses qui ne correspondaient pas du tout à ce qu'étaient ces enfants, là, que je rencontrais pour la première fois. Ouais, j'entends. Alors moi, j'avais, déjà beaucoup fréquenté des enfants avant d'être en maternelle. J'ai fait des babysitting, depuis l'âge de 11-12 ans et j'ai toujours été entourée, de cousins, de cousines qui avaient des enfants. Donc j'avais déjà géré des groupes. Donc bah, c'était pas ma mon premier contact avec des enfants. Donc je pense que j'avais, une facilité à être parmi les enfants. Je savais ce qui les faisait rire, j'avais déjà raconté des histoires, voilà. Et ma maman m'a tou j'ai toujours vu ma maman aussi s'occuper de ses petits-enfants, donc les enfants des sœurs aînées et je voyais très bien comment elle faisait pour, les intéresser, hem, pour leur proposer des choses, qui allaient les motiver et puis, d'obtenir d'eux, ben, qu'ils aillent prendre le bain et cetera, sans jamais crier. Je pense que j'ai eu des chouettes modèles. Donc quand je suis arrivée en classe de maternelle, finalement, bon, ils étaient très nombreux, c'était un peu ça qui m'a qui m'a le plus, effrayée au départ, c'était le nombre. Se dire: «Ouais, comment je vais pouvoir, gérer, tous ces enfants à la fois?» Mais j'ai pas le souvenir, de m'être dit, «Ah oui, c'est pas ce que j'avais anticipé». Ouais, ouais, ouais. OK, ça marche. Hem, on prépare pendant l'été, si on a la chance, encore une fois, de savoir, le niveau dans lequel on sera et puis on découvre son établissement. Est-ce que toi, tu aurais ou des conseils ou, à nous partager des erreurs que tu as faites dans l'exploration de cet univers dans lequel tu allais faire ta première rentrée? Ah là là, c'est super dur pour moi de réfléchir, dans ce sens, hein. Ouais. Alors dans quel Hem, sens tu voudrais réfléchir, Émilie? parce que là, je il y a absolument rien qui me vient, tu vois? Genre, D'accord. dire des choses qui ont marché ou dire des choses que j'ai faites qui ont été des succès et Eh ben, cetera ça me va éventuellement. ça. Ça me va, Ouais, d faisons ça. parce que, Toi ouais. Être en maternelle, c'est toujours, réajuster en fait, ouais. s'adapter, aux voilà.
à la réponse que nous donnent les enfants. Hem, Mais je prends Émilie, toi, tu as cette force-là, te connaissant un tout petit peu et en tout cas dans ce que tu partages, tu as cette force, de dire: «Le cœur de mon métier, c'est finalement d'être là avec les enfants et de m'ajuster». Toi, il semble que ce tempérament-là et cette manière de là soit assez naturel pour toi. Pour certains, collègues qui débutent, c'est juste carrément anxiogène d'imaginer ça et de le poser, comme le postulat de départ. Et là, l'idée, c'est de leur partager des choses pour qu'ils aient en tête des balises, par lesquelles passer quand ils découvrent, leur établissement, quand ils vont rencontrer, pour la première fois leurs élèves. Et du coup, eh bien, peut-être nous partager, toi, comment tu comment tu as appréhendé cet univers qu'est la classe et qu'a été cette première école dans laquelle tu as fait ta première rentrée de maternelle? Ce qui est sûr, c'est que la première fois que moi j'ai eu une classe, on m'a dit, la première fois que j'ai su que j'aurais une classe de petite section en juillet, j'ai bossé tout l'été comme une folle et arrivé, le 2 septembre dans la classe en question, on m'a dit: «Ah oui, non, mais c'est bizarre, effectivement, tu es affectée à cette école, mais c'est pas toi qui es à la classe de petite section, toi, tu es remplaçante». Et je me souviens de la douleur que ça m'a fait. J'en avais des contractures dans les mâchoires. J'avais vu un ostéopathe qui m'avait dit: «Mais vous avez des contrariétés en ce moment?» Et ça m'avait vraiment coupée dans un élan créatif, hein. Et du coup, ce que j'en ai retenu, c'est que ça sert à rien de travailler pendant l'été. Parce que de toute manière, on ne sait pas ce qui va se passer à la rentrée. Et puis, l'été, c'est fait pour se reposer. Et donc, au final, moi, je pense que c'est pas mal aussi de faire ça, de préparer ces 3 4 premiers jours de classe et puis ensuite de voir après, comment on enchaîne. Mais, je trouve ça extraordinaire et ça, je l'ai jamais fait, des personnes qui arrivent à préparer, toute la première période, en maths, en français, en ci, en ça. Je sais pas comment ils font parce qu'en fait, c'est tellement un tel réajustement permanent, d'être à l'école maternelle. Le niveau des enfants varie tellement qu'il y a des enfants qui, savent compter jusqu'à 30 le premier jour de classe quand d'autres, n'ont même pas connaissance des nombres, que du coup, toutes les bonnes préparations finalement parfois elles sont un peu à mettre de côté et puis il faut, reprendre des bases ou Mmh. voilà. Ce que tu dis là, c'est que finalement, il faut se faire confiance et que ce que nous donnent, les enfants quand on les rencontre pour la première fois, le premier jour, ils vont nous donner tout un tas d'informations sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils aiment, sur là où ils en sont et ça va être créatif, pour nous, pour créer, d les jours qui suivent. Mmh. C'est ça? Je pense que, oui, c'est une façon de le dire, ouais, tout à fait. Ce que j'allais dire aussi, c'est qu'on peut s'appuyer sur, nos forces. Donc si vous êtes, musicien, si vous avez, des talents en pâtisserie, si le chant c'est simple pour vous, si vous parlez une langue étrangère, ça peut être tout à fait une entrée aussi, heu, peut-être, mmh, facilitante pour le jeune prof de se dire: «OK, ça je maîtrise. Moi j'ai fait des études de ça» ou «Ça c'est ma facilité. Donc dès le premier jour de classe, je vais sortir ma guitare ou je vais», et en fait, quand on maîtrise un sujet, on le transmet super bien et on embarque tout le monde. Donc raconter une histoire, ouais, créer une petite ambiance, on va éteindre la lumière, on va se poser par terre, prenez des coussins, enfin je sais pas. Heu, Pas hésiter en fait à faire quelque chose qui est pas forcément écrit dans les programmes, qu'on nous a pas enseignés, mais qu'on sent. En fait, voilà. Là, je sens bien qu'on fasse de la peinture le premier jour. Je sens bien qu'on fasse, se faire confiance là-dessus. Et ce que tu disais au début, hein, finalement, c'est entre s'écouter ou écouter les autres, s'écouter soi et de se dire: «Qu'est-ce que j'ai envie d'être dans cet univers, que je vais créer et dans cet univers qu'on va partager avec les enfants pendant 10 mois quand même». Ouais, et de ce que j'ai entendu des jeunes collègues, ils avaient, une représentation du métier et puis ils ont été un petit peu c'était un peu le choc de voir que finalement, au quotidien, ben, c'était pas ça, qu'il y avait des lacets à refaire, des pleurs, des nez à moucher, des stylos qu'on ne retrouve pas et du coup, on peut pas faire la séance qu'on a prévue parce qu'on avait prévu un truc noir et qu'on a plus de stylo noir. Et c'est vrai que c'est, au début, on panique un petit peu donc je dirais aussi, il faut bien préparer son matériel. Ça, c'est, peut-être un des pièges à éviter, c'est de se dire: «Bon, bah, c'est bon, je le ferai en 5 minutes». Ah, quand on débute, il faut quand même avoir tout prévu et parfois, c'est pas grand-chose, mais c'est juste, «Maîtresse, il y a plus de colle dans mon pot». Et ça, c'est l'enfer parce que pendant 5 minutes, on va se retrouver à remplir des pots de colle, voilà. Donc penser à son matériel et puis, je pense que la chose la plus importante que j'aurais voulu qu'on me dise et que je ne savais pas,
c'est que les premières semaines, elles sont vraiment importantes pour, installer, hem, on va dire ce qui est permis et ce qui est pas permis en classe. De manière à ce que quand j'ai fini un travail, je sache ce que j'ai le droit de faire et que des enfants occupés, intelligemment, sont des enfants, qui mettent pas le bazar, hein, qui nous laissent tranquilles et qui nous sollicitent pas. Un enfant qui dit: «Maîtresse, j'ai fini», ou qui fait la toupie par terre et qui pousse un camarade, souvent c'est un enfant qui est pas occupé et donc dès la petite section de maternelle, les Legos sont là, les feutres sont là, les feuilles sont là, tout doit être bien rangé, accessible, facile d'accès pour que les enfants, puissent se servir et qu'on se retrouve pas à dire: «Non, non, mais ça touche pas, non, les ciseaux, c'est pas pour maintenant», voilà. Bah, si les ciseaux, c'est pas pour maintenant, ils sont rangés quelque part où les enfants les voient pas et tout ce qui est à portée de main d'enfant sont des choses que les enfants, dont les enfants peuvent se saisir et ça facilite énormément la tâche, bah, que tout le monde soit occupé. Quitte à ce qu'il soit pas occupé à faire du travail traditionnel, qui sera collé dans le cahier, c'est pas grave. Des enfants qui sont en train de bricoler, discuter entre eux, qui sont en peinture, qui jouent aux voitures, s'ils sont contents et s'ils sont, bah, dans l'action, et ben, ils seront calmes et souvent les jeunes les débutants se disent: «Oh là, mais j'y arrive pas, je distribue, les ateliers, mais ils se lèvent et ils restent pas en place et ci et ça». Bah oui, mais en fait, si on arrive à faire en sorte que personne ne travaille à des ateliers, mais que tout le monde soit occupé, moi, c'est comme ça que j'arrive ensuite à dire: «Vous 6, vous venez avec moi, on se met à la table et là, on bosse» et pendant 5 minutes, vous en avez 6 qui bossent avec vous, très, très bien et là, on est sur une notion en particulier, on travaille telle compétence et puis ensuite, les 6 quand ils ont fini, ils vaquent à leurs occupations. Ils ont plus besoin de vous, ils ont fait le travail demandé. Il y en a 6 autres qui arrivent et ça roule comme ça et c'est pas forcément le conseil que j'ai reçu moi en début de carrière. On me disait, «Il faut qu'il y ait des ateliers tournants, qu'il y en ait 6 là, les verts, les rouges, les bleus et ensuite on tourne, tout le monde travaille la même compétence en même temps». Mais très honnêtement, c'est pas quelque chose que j'ai réussi moi à mettre en place. C'est-à-dire que j'ai essayé, mais très rapidement, un enfant à qui vous dites: «Toi tu restes assis, tu fais un coloriage», s'il a pas envie de le faire, il va pas le faire. Alors que cet enfant-là, si pendant que les autres font leur travail, lui, il est en train de fabriquer des toupies, dans un coin de la classe et qui manipule, et qui fait, bah, des sciences en fait, c'est génial. Donc moi j'aime bien que ma classe, ça soit comme une petite ruche où tout le monde, bourdonne à droite à gauche, hein. J'entends en permanence: «Maîtresse, est-ce que je peux prendre du scotch? Est-ce que je peux avoir la graffeuse?» «Oui, tu la remets à sa place», voilà et moi je suis en train de travailler, sur une compétence très spécifique et puis à côté, il y en a qui font plein de choses différentes. La question de l'ergonomie de la classe, elle est hyper importante dans ce que tu dis. C'est Oui. que penser sa classe, l'organiser pour que justement cette petite ruche puisse, Mmh. s'activer en toute sécurité et après, toi tu viens, hop, C'est piocher ça. ou ceux qui ont envie de venir, ils sont là et il y a quelque chose comme ça d'une effervescence, hem, constructive et joyeuse. Là où je me suis dit que j'avais réussi quelque chose, c'est un jour où j'ai passé ma tête dans le couloir et j'ai une collègue qui passait, qu'on s'est mise à discuter 5 minutes et que personne ne m'a sollicité. Donc j'avais, hop, la tête je Ouais, c'est regardais ce ça. qui se passait. En fait, ils Mais étaient ouais, tous au travail, ils étaient ouais. tous en train de bosser, mais que je sois là ou que je sois pas là, c'était pareil. Mmh mh. Et ça, Ouais, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit: «Ah, ça y est, je ouais, suis arrivée à un niveau de relaxation, même ouais, moi». c'est Parce qu'au clair. début, on a tellement envie de vérifier: «Qu'est-ce que tu as fait? Où tu en es? Montre-moi». On a du mal à lâcher ça et finalement faire confiance à ses élèves aussi, bah, c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps. Et ouais, ouais, ouais. Passer de la toute maîtrise à vouloir tout contrôler, ce qui est absolument impossible et épuisant, à quel univers je mets en place pour que chacun vaque à ses occupations et trouve du plaisir à être là et bosse puisque le matériel, c'est moi qui l'ai choisi, donc a priori, c'est plutôt du matériel pédagogique. Donc si je sais, ce qu'il y a à faire et ce qu'il y a à apprendre avec ce matériel, on peut se dire que mes élèves bossent. Tout à fait Ouais. et il y a quelque chose aussi que je pourrais partager, pour décomplexer un peu tout le monde, c'est que les arts plastiques en maternelle, c'est pas supposé être beau. On cherche pas à faire beau et que très souvent, quand on rentre, dans une classe et qu'on voit les affichages, et ben, des trucs qui sont pas forcément très esthétiques. Ils peuvent l'être, mais j'adore moi voir, 30, productions très différentes les unes des autres avec, une technique, identique, mais avec des résultats différents et que moi ça me chagrine un peu de voir, 27 bonhommes de neige avec tous le chapeau au même endroit et les yeux bien collés parce que généralement quand on voit ça, c'est que l'adulte a plus travaillé que l'enfant. Donc quand c'est, très figuratif, on n'est pas dans la création. Ça, c'est peut-être quelque chose aussi que j'aurais aimé entendre parce qu'au tout début de ma carrière, je me disais: «Bah oui, maternelle, hop, empreinte de main,
2 belles mains ou alors une main, puis après ça fera les branches, le tronc d'arbre, ci, le ça. Mais en fait, non, quand on a 3 ans et qu'on a de la peinture à disposition et une main, c'est évident qu'on n'arrivera pas à faire une trace nickel comme ça. On a besoin, d'étaler, de griffer, de patouiller et voilà. Donc ça, c'est un conseil que je donnerais aussi, c'est de se rappeler que les arts plastiques, c'est de la découverte de techniques, c'est, du plaisir et que la création, c'est pas joli et que du coup, le peut-être que l'écueil dans lequel on tombe aussi quand on débute, c'est de vouloir dire à l'enfant: «Ah ben bravo, il est très beau ton dessin, c'est très bien, on va l'accrocher». En fait, éviter le jugement avec les productions en art et plutôt être dans la description: «Ah ben je vois que tu as griffé, toi tu as utilisé du bleu, ici tu as fait des va-et-vient» et finalement parler de la création est plus importante à mes yeux que de dire, si on estime qu'elle est belle ou qu'elle est ratée. Mmh. Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre sur, la rencontre avec les élèves? Tu vois, ce moment où, on rencontre pour la première fois, toute sa classe, à la rentrée? Mmh. Alors, que ça soit les élèves ou les collègues, se dire que si vous, vous êtes stressés, ils le sont tout autant Mmh. C'est vrai. et que vous êtes un diffuseur d'ambiance et que si vous venez, chargé d'une énergie positive avec le sourire, même si vous êtes stressé, même si, vous dites: «Waouh, oh là là, quel je sais pas si je vais m'en sortir», en fait, d'apporter le sourire, d'être dans l'accueil et de bien dire à tout le monde, qui vous êtes, même si la personne sait ou se doute bien que vous êtes la maîtresse, bah, le dire: «Voilà, je m'appelle Émilie, je vais être la maîtresse de votre enfant cette année, bonjour les enfants, je suis la maîtresse, vous pouvez entrer». Hem, ne pas oublier qu'en fait, ben, c'est nous qui allons, gouverner tout ce petit monde et que du coup, hein, c'est à nous de décider de la direction dans laquelle on peut aller. Donc si on veut qu'on se parle poliment, si on veut, qu'il y ait des échanges aimables, ben, en fait, c'est nous qui allons, bah, Ouais. donner ça en premier. Et surtout, les enfants ont besoin de savoir, ce qu'ils vont faire, à quelle sauce ils vont être mangés, donc dès le départ, donc ça, c'est peut-être quelque chose que j'avais pas anticipé aussi, et c'est que les enfants, ils sont dans l'attente. Ils sont dans l'attente de, bah, qu'est-ce qui va se passer? Et s'ils savent pas trop et s'il y a des flottements et s'ils comprennent pas et s'ils savent pas, et ben, ils vont faire, ce qui leur passe par la tête, ils vont s'occuper, ils vont se distraire, peut-être bruyamment, peut-être en faisant des choses que vous aviez pas prévues et qui, vous convient pas et du coup, être toujours très au clair sur ce que vous attendez des enfants et puis de leur dire: «Là, pendant 5 minutes, je vais accueillir tout le monde, donc vous pouvez aller dessiner, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça et quand je sonnerai la petite cloche, on s'asseyera là» ou voilà. Juste vraiment, bien Mmh. morceler Scander la le temps journée, comme ça, scan oui. Mmh. voilà et ça, dès les premiers jours. Donc 1er OK. jour de classe, les enfants entrent en classe, je me présente, je leur souris, je les accueille, je leur dis qu'ils peuvent entrer, les parents, vous pouvez aussi entrer si vous voulez. Dans 5 minutes, les parents, vous serez, invités à partir, dans 10 minutes, blabla. Toujours avoir un petit temps d'avance, en fait, anticiper. Anticiper pour, qu'ils soient pas, surpris, pour qu'ils soient prévenus et puis surtout pour qu'ils soient déstressés parce que c'est pas très agréable de pas savoir, ce qui va se passer. C'est C'est vrai. comme quand on est dans le métro et que le métro Oh, s'arrête, c'est clair. voilà, que les Mmh. lumières s'éteignent et qu'on sait pas combien de temps il y en a. Il suffit que le la conductrice ou le conducteur vous dise, «Suite à un incident, voyageur, de nous prendrons le trafic reprendra dans 7 minutes». On se dit: «Bon, 7 minutes, ça va, je peux gérer». Ouais, Alors que 3 minutes sans savoir, c'est très long. c'est très long, ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu as appris, tu aurais aimé savoir sur, ce monde émotionnel, qu'est celui, des enfants? Ah, les enfants sont des éponges émotionnelles, et les enfants apprennent en observant. Et en fait, ils répliquent ce qu'ils voient autour d'eux. Donc, un enfant qui aura entendu, «Arrête, ça suffit, tais-toi, donne-le-moi, pousse-toi», va être exactement pareil avec ses camarades. Donc, je pense que ça m'aurait fait du bien d'entendre que plutôt que d'interdire et de dire non et de dire: «Ça suffit» et cetera, on m'ait dit dès le départ: «Mais tu sais quoi? Juste dis-lui ce qu'il a à faire». L'enfant, il sait pas forcément comment formuler les choses, il sait pas forcément quelle attitude avoir, quelle posture, avoir. Donc modèle, modèle et si jamais, il dit un gros mot et il se fâche, tu lui dis: «Ah bah tiens, je comprends que tu aies envie de ça, mais regarde, tu peux le demander comme ça». Voilà, ça c'est quelque chose que j'aurais bien aimé, qu'on me dise. De pas se fâcher contre un enfant qui a des comportements, heu, qui sont voilà, qui sont pas attendus, mais plutôt, lui dire: «OK».
je vois ce qui se passe pour toi, voilà comment tu peux le dire la prochaine fois». Parce que sinon l'enfant il peut pas progresser et c'est pas en étant, puni ou mis au coin ou, moqué, qu'il va changer son comportement la prochaine fois. Tiens, bien au contraire. Des erreurs que tu aurais commises ou des choses que tu aurais aimé entendre, concernant la place des parents dans ton accueil, dans ta classe? Ah oui, alors les parents, hem, on a envie qu'ils aient confiance en nous. Ils font quelque chose de très, très difficile en début d'année, c'est qu'ils nous déposent ce qui est plus cher à leurs yeux et qu'ils ne connaissent pas. Donc moi j'oublie jamais ça. Je me dis: «Ouais, ça c'est quand même, c'est dur pour eux». D'ailleurs, parfois il y a des parents qui ont un peu le menton qui tremble en début de petite section. Donc ces parents-là, que la confiance, pour gagner leur confiance, il faut absolument ne jamais critiquer leur enfant, ni porter de jugement sur leur enfant. Et c'est fondamental parce que dire, «Elle est très gentille, il est très doué pour ça, il est, drôlement, agité», voilà, tout ça sont des jugements en fait et peut-être que comme ça vous dites: «Ah oui, c'est vrai que ce sont des jugements». Bah oui, parce que si on peut mettre, «Il est très» ou «pas très» comme ça, c'est que vous êtes en train de porter un jugement sur l'enfant et ça, c'est très problématique parce que moi, on me dit que mon enfant est ci ou ça, instantanément, je vais être sur la défensive et j'aurais envie de dire: «Non mais attendez, enfin de quel droit en fait, comment vous vous permettez de parler de mon enfant?» ou alors j'aurais envie de défendre ou alors je vais accepter ce que vous êtes en train de dire et puis du coup, j'aurai une image très dégradée de mon enfant. Donc quelles que soient les situations qu'on rencontre avec, nos élèves, hein, si vous avez des parents en face, moi je dirais: «On commence par quelque chose de positif, puis on enchaîne par quelque chose de positif et on continue par quelque chose de positif et ensuite, une fois que la personne en face est détendue et prête à vous écouter, et ben là, éventuellement, on peut parler des choses à renforcer ou des choses que vous avez remarquées dans la classe. Du coup, ça donnera, quelque chose comme, bah, écoutez, votre enfant, il est tout le temps souriant en classe, très factuel. Donc, je dis pas que c'est un enfant joyeux, non, parce que là, c'est un jugement. C'est je le vois sourire, il a tel camarade avec qui il s'amuse énormément, avec, le petit train, il a ci, il a ça, donc je reste très factuelle. Je vais vous dé et puis j'explique aux parents comment va se passer le rendez-vous, si on est en rendez-vous. Heu, je vais vous dire ce que je vois moi en classe, comment je perçois votre enfant, puis ensuite, si vous voulez, vous pouvez me dire comment il est allé à la maison. Parce qu'on a aussi tendance à beaucoup dire des choses aux parents sans les écouter. Ouais. Et donner la parole aux parents, même au début de rendez-vous, ça peut être génial aussi parce qu'on comprend plein de choses. Le nombre de fois où j'ai compris pourquoi une maman pouvait être, un peu sur la défensive ou le dialogue était compliqué parce qu'en fait, c'était un enfant qui avait eu des convulsions bébé, par exemple, ou et que du coup, elle était inquiète pour sa santé, voilà. Parfois, en fait, il se passe des choses dans les familles qu'on ne soupçonne pas et qui peuvent, engendrer des malentendus. Et qu'une fois que la maman, a déchargé, ben, voilà, ses inquiétudes par rapport à la santé de son enfant, elle sera beaucoup plus à même, d'entendre, ce qu'on a nous à lui dire. Mmh mh. Et les formulations du coup, tu as des, par expérience, il y a des formulations que tu utilises? Parce que j'aime bien cette idée, que tu partages d'être factuel, en fait, de parler Mmh. de ce qui se passe et du coup, ça veut dire que même dans les situations où un enfant, par exemple, ne réussirait pas à faire quelque chose, on va parler Mmh. de ce qu'il peut faire ou de comment il le fait, sans porter de jugement. C'est ça? Voilà. Bah, par exemple, j'ai en tête un enfant qui a beaucoup de mal à tenir son crayon et pour qui l'écriture en attaché est compliquée. C'est un enfant, je vais pas dire à la mère, «Son cahier est vraiment sale, il est c'est très brouillon ce qu'il fait et là je m'inquiète pour le CP», par exemple. Si vous dites ça à un parent, bah, ouh là Ouais. là, Mmh. la dose de stress que et pourtant, au fond de moi, c'est un peu ça. Je me dis: «Oh là, lui, comment il va s'en sortir au CP?» Mais c'est plutôt de dire, voilà: j'ai remarqué que le tonus, musculaire de votre enfant pourrait être, heu, travaillé». Par exemple avec de la pâte à modeler, voilà, puis donner des exemples concrets parce que quand il tient son crayon, il n'utilise pas, ses 2 doigts-là, voilà, vraiment parler avec des mots très justes de ce que vous remarquez, de ce que vous voyez et pas de: «Bon, bah, là, ça c'est compliqué, hein, c'est sale, hein, son travail». Bah non, en fait. Mais ce que tu as dit est très important, c'est que, il y a toujours souvent une inquiétude derrière, enfin dans notre tête en tant qu'enseignant en disant on s'inquiète pour finalement pour cet élève et cette inquiétude-là, elle doit rester de notre côté et en tant que professionnel, on doit trouver des pistes d'amélioration pour permettre à cet enfant, de progresser et donner des pistes à explorer pour les parents, pour aider leurs enfants. Mmh.
Ouais, OK. tout à fait. Mmh. J'aimerais bien qu'on poursuive sur le grand truc de l'école maternelle quand même, qui est l'autonomie. Enfin, c'est-à-dire Mmh. on arrive dans un univers, qu'on connaît pas, heu, on n'a pas forcément exploré l'autonomie dans notre cadre familial. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir de la construction de l'autonomie, de tes élèves en maternelle? Que les enfants, aiment faire tout seuls. C'est important qu'ils fassent seuls et quand un enfant, un bébé qui marche à peine, vous repousse, pour, que vous le laissiez se relever tout seul, ça veut dire que là, il est capable, en fait. Et souvent, en tant qu'adulte, on a envie d'enfiler la chaussette, de le soulever ici par les aisselles, alors que, ben, non, un enfant, il a besoin, d'être accompagné dans sa rectitude et que si vous le soulevez par là, bah, il va avoir les pieds, i voilà, alors que si vous le prenez par sa base, un tout petit bébé, il va pouvoir, se muscler le dos et se redresser et donc ça, c'est bon, on n'est pas en maternelle, on est encore avant, mais en fait, cette recherche d'autonomie, ce besoin de faire seul, il est vital, il est là il faut pas l'oublier parce que, si on le réfrène, ça peut couper cette envie de mmh, comment dire? Ça peut freiner la curiosité de l'enfant. Mmh, Oui, sans et que cette envie d'aller explorer le monde, finalement. exactement et Mmh. donc explorer le monde, faut se le dire, c'est souvent sale, hein, ça peut faire du bruit. C'est, ce sont des expériences, ce sont des choses qu'on n'a pas forcément anticipées, mais un enfant, tout petit, vous le mettez face à une bassine d'eau, il aura envie, de transvaser, de faire plouf plouf, ils ont besoin de gratter dans le sable, les enfants, de casser des bâtons et encore une fois, c'est peut-être pas l'idée que vous avez en tête quand on parle d'autonomie, mais je pense que c'est vraiment ça quand même. Il faut que l'enfant puisse manipuler, se confronter aux objets et aux matières, qui l'entourent de façon libre, répétée et récurrente, pour qu'il puisse, justement, se rendre compte qu'il est, capable de maîtriser ses gestes, d'avoir, de la, comment on dit? Pas de l'emprise, mais Bah, du pouvoir d'action, enfin du pouvoir voilà, d'agir. du pouvoir d'agir, du Ouais. pouvoir d'action sur les objets et c'est très important en maternelle, qu'il soit vraiment libre de faire ça Ah et mais du ça coup pardon, oui, vas-y. non, je t'en prie Non mais et du du coup, coup, on va je t'en prie, vas-y. Je te laisse terminer. et c'est aussi, et avoir de l'autonomie, c'est aussi être capable de faire des choix et qu'on nous laisse faire des choix. Est-ce que tu veux prendre une chaise pour t'asseoir? Est-ce que tu préfères être sur le banc? Tu préfères être par terre? Moi, ça me va aussi. Voilà, que les enfants aient le sentiment, bah, qu'ils ont, le choix de commencer par telle activité, qu'ils puissent choisir la couleur de leur feutre. Enfin, j'en sais rien, ce sont des petites choses parfois, mais vraiment faire confiance à l'enfant et lui dire: «Mais fais-toi confiance. Qu'est-ce que tu préfères faire?» «OK, ben, vas-y» et moi, j'adore quand mes élèves me demandent: «Est-ce que je peux prendre ça? Est-ce que je peux faire ça?» surtout en gym. «Mais est-ce qu'on peut utiliser, les planches à roulettes? Mais est-ce que je peux prendre les cerceaux?» Je «Tu as besoin des cerceaux?» Ouais, parce que» «Bah, vas-y, va chercher un cerceau» et en fait, ça me coûte rien finalement, mais je me le serais peut-être pas autorisé en début de carrière parce que si on a décidé de faire, Eh je oui. sais pas, une activité de lancer en gym et qu'on s'imagine qu'il faut que les enfants soient à la queue leu leu, qu'ils lancent 3 fois le truc, qu'ensuite ils passent la queue, voilà. Et ben, on se prive de beaucoup de choses parce que finalement, si vous voulez faire une activité de lancer, vous pouvez aussi décider de mettre énormément de matériel à disposition et puis de voir ce que les enfants proposent. Et ensuite de partir de leurs propositions et de leur donner de l'autonomie, c'est de les laisser, acteurs en fait de leur choix. Ouais. Mais il y a quelque chose qui se dessine, derrière ça, c'est, qu'est-ce qui se joue en nous, en tant qu'enseignants, en tant qu'adultes, de laisser cet espace-là? Je trouve qu'il y a quelque chose, qu'on vient toucher là et qui est important. On vient toucher quelque chose qui est difficile, je pense, pour certains, c'est, ce fameux lâcher prise de se dire: «OK, bah, là, c'est je maîtrise plus, en fait». Je maîtrise plus, il va y avoir peut-être du chahut, il va y avoir, des choses qui tombent par terre, ça peut être sale, enfin quand je pense, aux ateliers de transvasement de sable, par exemple, de Bien sûr. graines et en même temps, ben, on n'a pas vraiment le choix parce que si on oblige les enfants à jouer avec des graines dans un tout petit espace contraint, bah, c'est pas pareil. Il faut qu'on puisse, creuser, qu'on puisse renverser, qu'on puisse étaler donc je me dis qu'il faut, bah, juste accepter qu'il y a des choses qu'on va pas maîtriser, mais on sait où sont les balais, mais on peut prévoir un temps de rangement pour, tout le matériel de gym aussi qui aurait été dérangé. Prendre, voilà, peut-être,
peut-être consacrer aussi un petit temps, au rangement et Ouais, c'est ça. Mais tu as raison et je trouve qu'il y a quelque chose dans cette exploration de l'autonomie. Il faut aller toucher les limites de du matériel qu'on explore, du fait de transvaser et qu'on en met partout et quand on va toucher les lim on va en mettre partout au départ et puis petit à petit, on va resserrer ce geste parce qu'un enfant n'a pas envie d'en mettre partout. Il a bien bien sûr, envie de transvaser, correctement. et à nous aussi peut-être aussi de proposer, des marrons en début d'année avec des petites sections et pas du Ouais, tout riz à fait. ou pas des graines, petites parce que ça, c'est sûr que ça va être un enfer et qu'il y en aura partout. Donc, à nous aussi de proposer le bon matériel. Heu, la classe dehors, c'est génial pour ça aussi parce que Très moi, je clairement. garde des barquettes, d'avocats ou enfin des trucs, que je récupère du supermarché ou du marché. Ça fait des petits contenants que les enfants adorent avoir, tenir en main pour aller, ramasser des cailloux, poser leurs petits trésors et ça aussi, c'est chouette, en fait, quand on est enfant, d'avoir du pouvoir sur les petits objets. On voit bien quand ils voient des escargots, ils sont fascinés par des escargots, mais pouvoir ramasser des feuilles et et faire de la gadoue là, avec des bâtons Mais et de la oui. terre, c'est absolument génial. C'est indispensable, pour la construction, je pense. Donc finalement, si on veut donner la possibilité à nos enfants, d'explorer le Mmh. monde pour devenir autonomes dedans, eh bien, il faut les mettre dans un espace où ils peuvent vraiment le faire, réellement le faire. Donc si Et recommencer et recommencer. ouais, C'est-à-dire qu'un atelier de transvasement, si c'est à 8h20 le mardi, sur un petit plateau, voilà, je trouve que ça suffit pas. Il faut que le ouais, plateau, il complètement. soit en libre service puis de temps en temps, les enfants vont pas aller chercher un petit plateau, parce que, voilà, c'est pas facile, parfois de choisir aussi son activité. Donc de temps en temps, mettre une nappe avec plein de choses, de transvasement au milieu de la table et puis, au moment de l'accueil, les enfants entrent, sortent, ils restent 3 minutes, à la table, ils s'en vont et ça marche, vraiment super bien. Mmh. Il y a encore quelques sujets sur lesquels j'aimerais t'emmener et il y en a un, Mmh. je sais qu'on a déjà échangé, là-dessus, c'est, l'exploration que tu as faite des rituels en maternelle et de comment toi, tu exploites et tu utilises ces rituels. Avec plaisir et j'aimerais aussi après qu'on revienne sur, l'espace classe Ouais, lui-même. Parce que OK, ça, du coup, on ça marche. l'a évoqué, mais on n'en a pas parlé. Ouais. Et les rituels, moi, j'aimerais te poser la question, qu'est-ce que tu entends par rituel? Parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de fantasmes autour de ces fameux Ouais, rituels. tout à fait. Alors moi, ce que j'entends par rituel, c'est toutes ces petites activités et petites, c'est pas, en importance, cognitive, hein, c'est, des temps plus ou moins longs, mais qui reviennent régulièrement. En tout cas, qu'on choisit d'inscrire à son emploi du temps, tous les jours ou une fois par semaine ou une fois par période. Mais c'est vraiment des temps qu'on imagine comme étant des temps qui vont revenir et qui sont assez ritualisés. Alors, moi, je peux vous donner des exemples de rituels que j'ai dans ma classe, mais qui sont pas du tout liés ni à la météo, ni à tout ça. On a un cahier des émotions et je trouve ça très important que des enfants explorent, les émotions, qu'ils sachent les nommer, qu'ils sachent les reconnaître, et qu'ils sachent exprimer leurs besoins et les besoins qui sont derrière, cachés derrière, les émotions, ressenties comme négatives et hem et donc le rituel qu'on a, c'est que lorsque je propose une image, donc, là dernièrement, j'ai proposé, l'image d'une maman avec son bébé qui a un sourire, béat devant son enfant et puis, juste derrière, il y a une grande sœur, qui a peut-être 5-6 ans, qui est comme ça et qui fait la tête. Et donc la question que j'ai posée à mes élèves, c'est: «Que ressent la maman? Que ressent la grande sœur? Pourquoi à votre avis la grande sœur?» Donc on est allé sur le terrain de la jalousie et heu et ensuite pour aller plus loin, je leur propose de jouer la scène. Donc je demande à un enfant d'aller chercher un poupon, de faire la maman ou le papa, de s'asseoir sur une chaise, je mets une deuxième chaise et l'autre enfant va jouer la grande sœur. Et c'est vraiment intéressant de leur donner des outils justement pour jouer ces scènes et se rendre compte qu'on a le choix de notre façon de parler, on a le choix de nos mots, on a le choix de nos réactions. Et donc nous, on utilise la CNV dans ma classe, la communication non violente. Donc on peut s'exprimer en chacal. Le chacal, il aboie, il est agressif, il accuse. Ah, et donc là, en l'occurrence, la grande sœur, quand elle parle en chacal à sa mère, elle dit, «Il est moche ce bébé, il est nul, j'en veux pas», et donc ça, les enfants s'en donnent à cœur joie parce qu'ils adorent ça. Et donc la maman, forcément, quand on nous parle en chacal, on a envie de répondre en chacal. On lui dit: «Bah, tu puni, arrête de dire ça,
«Laisse-le tranquille, je m'en fiche, voilà, va dans ton coin, non, j'irai pas». Et donc là, c'est génial parce que c'est l'escalade et puis les enfants miment l'action, donc ils vont jusqu'à jeter le bébé par terre, ça fait rire tout le monde. Donc ça, c'est un rituel qu'ils adorent et ils adorent changer de rôle aussi, devenir la maman, donc ils réclament vachement ça. Et ensuite, je leur propose qu'on se part en girafe parce qu'on se met d'accord sur, ben, ce que ressent la petite fille, hein. Donc vous pensez qu'elle est jalouse, vous pensez qu'elle aimerait que la maman s'occupe d'elle, vous pensez que depuis que le bébé est né, la maman s'occupe, voilà. D'accord, donc elle ressent ça. De quoi elle a besoin? Elle aurait besoin d'un câlin? Oui. Elle aurait besoin que la maman pose le bébé? Oui. Elle aurait besoin de ci. Oui, mais quand elle dit: «Le bébé, il est moche», est-ce que c'est ça qu'elle va obtenir? Non. Parce que quand on parle chacal, on reçoit du chacal. Donc comment elle pourrait s'exprimer? Et c'est marrant parce que les enfants, ils ont quand même beaucoup de mal, donc généralement, ils sont quand même en chacal, donc ils à chaque fois qu'ils jouent la scène, ils vont quand même dire: «Il est moche le bébé». Et du coup, je dis: «OK, donc cet enfant, c'est un enfant, il a pas réussi à parler en girafe. Comment est-ce que la maman, elle pourrait réagir? Tu veux un câlin? Tu veux que je pose le bébé?» Exactement. Et alors après la petite fille, qu'est-ce qu'elle répond? Elle répond: «Oui». Et en fait, ça donne des scènes trop mignonnes où j'ai mes élèves qui se serrent dans les bras, qui se font des câlins. Et ça c'est vraiment un rituel qu'on a de se dire: «OK, on va mimer la colère, on va mimer la joie, on va mimer la jalousie, on va jouer les scènes». Et donc voilà, donc on fait du théâtre en classe et en même temps, on apprend à exprimer nos émotions, on apprend à reconnaître les émotions. Et ça, je suis très, très contente de ce rituel parce qu'ils le réclament. Mmh. Ouais, et un rituel qui est réclamé, c'est qu'il a bien sa place, Exactement. dans la classe. Heu, on revient à cet espace classe dont on parlait, tout à l'heure? J'ai un autre rituel aussi Allez, à vous partager qui est quand même génial. Ça, c'est en salle de motricité et pour apprendre le lâcher prise de soi mmh, et laisser les enfants travailler en vas-y. autonomie. Ouais. C'est, de leur proposer de faire des cabanes. Ah, Et les cabanes, c'est absolument fantastique parce que les enfants deviennent des bâtisseurs, ils deviennent des ingénieurs, ils se confrontent à la difficulté de faire tenir un tapis entre 2 chaises, ça bascule. Et puis, au fur et à mesure des séances, je leur demande d'affiner leur technique. Donc il faut que les cabanes aient une entrée, des murs, un toit. Et au début, ils utilisent tout le matériel parce que je mets vraiment beaucoup de choses à disposition. Donc c'est beaucoup de décoration, plein de petites choses alignées. Et puis après, on a vraiment des constructions. Et ça, c'est un rituel qui me réclame aussi, bah, je sais pas du coup si c'est un rituel ou une séance, mais bah, voilà. si j'imagine que si tu l'associes au rituel, c'est que c'est quelque chose que tu viens, reproposer ou proposer C'est régulièrement, ça, dans ton année. avec des améliorations, C'est ça. avec des retours sur ce qui a été fait. Puis ensuite, il faut qu'on établisse des règles parce que parfois il y a des pleurs, il y a des enfants pas contents, «Il m'a pris ci, oui mais ça tient pas, mais c'est de sa faute». Donc on se pose, on réfléchit à tout ça. Est-ce qu'on a le droit de visiter la cabane des autres? Oui, mais il faut demander poliment, on est d'accord. Donc on n'a pas le droit de refuser que quelqu'un visite la cabane, OK. Et c'est vraiment très intéressant parce que les enfants, là, pour le coup, ils n'ont vraiment plus besoin de moi. Sauf quand il faut que je les aide à porter quelque chose, mais ils sont dans leur univers, ils s'éclatent. Et c'est ça que j'adore à l'école, c'est quand je vois mes élèves s'éclater. En ce moment, on fait des expériences sur l'air. On a un bac plein d'eau, on immerge des choses remplies d'air, on lâche, les ballons et ça fait des bulles et puis hop et ça, je les vois, en fait, ils me réclament: «Est-ce que je peux aller au bac à eau? Je peux aller au bac à eau?» Mmh. «Au bac à eau». Bah, oui. Mais oui, éprouver le monde, enfin, je pense on a vraiment besoin quand on est petit et même quand on est grand, c'est juste qu'on s'autorise pas, mais on a C'est ça. besoin d'éprouver le monde. Éprouver le monde sans le regard de l'adulte qui dit: Mais «Attention, t'en mets à ouais, côté, attends, arrête, tiens-le, prends l'éponge» et cetera. mmh, C'est ça aussi qui est difficile quand au début, complètement. je trouve, c'est ce lâcher prise là, c'est de se dire: «OK, Mmh. je regarde pas. Oui, c'est ça. C'est pas En fait, grave, je regarde pas, ouais, je c'est ça. regarde pas, j'ai une oreille évidemment, je sais où est l'éponge, je vais leur expliquer comment nettoyer et c'est pas si grave, en fait». Voilà. Oui, Et oui, pour les puis cabanes, c'est pareil. mmh, J'aurais je pense pas pensé à mettre des tubes dans ceci. Là, ça a l'air d'être un petit peu en équilibre précaire. C'est pas grave, personne n'est en danger. Tant que la sécurité physique c'est ça. est assurée, en fait, le reste, c'est de l'apprentissage, c'est, de l'expérience, c'est de l'expérimentation. Il faut laisser le temps aux enfants de manipuler et de faire et de refaire et de se planter et de s'énerver parce que ça marche pas et puis, en fait, d'y revenir. Mmh. C'est ça Ouais. et c'est souvent cet espace et ce temps qu'on ne laisse pas Mmh mh. et pour acquérir de l'autonomie, il faut aller éprouver les limites du matériel, les limites de l'espace, Mmh. ses propres limites. Sinon, c'est de la fausse autonomie parce que si, Exactement. on est dans un tout petit univers comme ça, bah, on n'est pas autonome, quoi.
Et peut-être quelque chose, que je ne savais pas aussi en débutant et que je veux bien là redire, c'est que les enfants apprennent énormément de leur père et que souvent, pas leur papa, hein, leur père, leurs camarades de classe, et que souvent en tant que maîtresse, on dit: «Si ça vient pas de moi, si c'est pas moi qui lui explique, il va pas C'est comprendre». vrai. Mais en fait, ils comprennent bien mieux, plein de choses, entre eux et ça m'arrive très souvent de dire: «Bah, demande à untel, attends là je suis occupée mais va voir, regarde ce que fait untel, ça va peut-être t'inspirer». Et de les laisser aussi, discuter entre eux et aujourd'hui, parfois, j'ai des enfants qui travaillent vraiment à 2 ou à 3 sans moi. D'ailleurs, j'ai des petits groupes de 3. Voilà. Je lui ai montré, je l'ai aidé, super, merci, «Est-ce que vous avez fini là-bas?» «Non, pas tout à fait». «Ben, est-ce qu'untel, tu vas aller les aider?» Voilà, Ouais. On revient à l'espace, Émilie, et puis après j'aurai un dernier sujet à te proposer. volontiers. Alors l'espace de la classe, pour moi, c'est très, très important qu'il soit dégagé. Dégagé, au centre pour que les enfants puissent se mettre par terre, puissent, faire des puzzles à même le sol, faire des constructions. Parfois, ils ont juste besoin de s'allonger, de se mettre à quatre pattes, de glisser. Donc j'ai souvent, juste assez de chaises pour chacun, parfois même moins de chaises et quand je fais tourner des ateliers, je me dis: «Ben, voilà, un atelier, de ces 5 enfants-là, de toute manière, ils seront pas assis sur des chaises parce qu'ils font, des jeux de société par terre ou ils seront au tableau ou ils seront ailleurs dans la classe». Donc pour moi, c'est vraiment essentiel, d'avoir, beaucoup d'espace, libéré parce que moi, j'aime pas me cogner entre les endroits, j'aime pas slalomer entre les tables pour aller parler à un enfant et puis j'ai 2 petits tabourets, roulants et je suis très souvent en train de me de me déplacer comme ça sans avoir besoin de me lever, donc je peux passer d'une table à l'autre et ça se fait uniquement si c'est dégagé au sol et je dirais que tout ce qui est je l'ai déjà dit, hein, mais je le répète, tout ce qui est à disposition d'enfants, enfin à hauteur d'enfant est à leur je reformule, tout ce qui est à hauteur d'enfant est à leur disposition. S'il y a des choses que vous voulez pas qu'ils touchent, ben, mettez-les en hauteur, mettez-les derrière un drap, voilà, qu'il y ait pas grand chose sur les étagères en début d'année. Pas la peine, qu'il y ait tous les jeux, qui soient déjà sortis parce que sinon ça franchement ça rend chèvre, on s'arrache les cheveux parce qu'il manque, des petits chevaux dans une boîte, il manque ci, il manque ça. Ça rend fou. Donc plutôt, de mettre, peu de choses au départ et puis ensuite, en grand groupe chaque jour présenter un nouveau travail, un nouvel objet, un nouveau jeu. Montrer aux enfants où ils se rangent et leur dire: «Oui, ça c'est accessible, mais tu me demandes la permission. Ça, vous pouvez le prendre quand vous voulez». Voilà, être très clair sur ce qu'on a le droit de faire et pas faire. Et moi, ce qui je trouve très, très important aussi, c'est pour me sentir bien, la lumière, c'est super important le savon. On n'a pas forcément le choix de sa classe, mais moi, j'ouvre toujours les rideaux, quitte à même à les entortiller, à les mettre sur les côtés pour qu'il y ait le maximum de lumière qui rentre. J'ai des plantes vertes. Même quand j'étais, remplaçante pour, quand même un petit temps, bah, j'apportais ma petite plante verte. Là, j'en ai beaucoup en ce moment, beaucoup de plantations. J'ai envie, de me sentir bien dans ma classe. Donc, j'ai même un tapis, pour moi avec une couverture quand je veux faire la sieste à midi. Et quand je rentre dans la classe, j on y passe tellement de temps que pour moi, c'est essentiel que je m'y sente à l'aise et pour m'y sentir à l'aise, il faut que ça soit dégagé, que ça soit clair, que ça soit propre. Heu, le tableau noir aussi, ça c'est un conseil qu'on m'a donné en début de carrière et je pense que c'est un écueil dans lequel on tombe tous. C'est de vouloir y afficher, les productions, l'emploi du temps, le ci, le ça et qu'à la fin ça soit un fourbi, d'informations. Voilà, il y a plus qu'un petit espace où on va écrire la date et les enfants, ne voient plus rien. Donc ça, c'est pas facile parce qu'on manque tous d'espace et d'accrochage et cetera. Mais quand on commence une nouvelle notion enfin, quand on va aborder une nouvelle notion, quand, on veut que les enfants se concentrent, bah, justement sur le calendrier, parce que il faut qu'on parle de ce qui va se passer dans 2 semaines. Hop, je décroche tout, j'enlève tous les aimants et je pars sur une base toute propre, toute nickel. Je demande à un enfant de me nettoyer le tableau, ils adorent ça et ensuite, voilà, on va travailler sur telle lettre, on va apprendre à former telle lettre. Il y a que cette lettre qui apparaît au tableau et ça, c'est voilà, c'est un conseil qu'on m'a donné, «Votre tableau, il est trop encombré, il faut le désencombrer». Mmh. C'est vrai qu'on a la fâcheuse tendance d'accumuler au fur et à mesure de l'année Mmh. et de ne pas faire de place, à chaque période, par exemple, et je trouve que Ouais, c'est un tout à chouette fait. conseil de se dire: «Eh, je commence un nouveau truc, j'enlève ce qui n'est plus nécessaire», quoi. C'est ça et si on veut garder, quand même, ben les traces de ce qu'on a fait précédemment. Moi, je conseille, vivement les porte-manteaux, à roulettes avec, les cintres, avec des pinces et comme ça, vous pouvez garder toutes vos affiches, dans un coin de la classe et les ressortir et les réafficher au tableau, quand on en a besoin. Mmh. OK. Allez, j'ai un dernier sujet. C'est, qu'est-ce que tu as appris, alors, de toi, dans ta manière d'être enseignante,
concernant cette perfection qu'on je pense, on porte toutes et tous à peu près quand on est enseignant. Alors peut-être que tu ne l'avais pas, heu, c'est peut-être la première question qu'il faudrait que je te pose. Est-ce que toi, tu avais ce souci de la perfection en début de carrière? Par rapport à la préparation de classe, par exemple, Ouais, la préparation de classe, cette, cette cette maîtrise qui va avec, hein, tu vois? Ce truc de: «Il faut que je réussisse, quoi. Je veux faire ça bien, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit bien rangé, il faut que ça alors fasse pas de bruit». je crois que ça me décrit pas du tout ça. Ouais, c'est ça. Non, Mmh. ça je suis pas du tout là-dedans. Enfin, je suis exigeante et avec, moi-même et puis mais je suis beaucoup hem, dans l'enthousiasme du moment et puis, Ouais. dans l'adaptation donc moi j'aime bien que les choses, soient variées, un peu inattendues, je m'amuse beaucoup au quotidien de tout et n'importe quoi donc je suis admirative des gens qui ont des cahiers de journaux avec, minute par minute, ce qu'il faut faire. Moi, je suis incapable de tenir un cahier de journal comme ça. Ah, c'est pas que je serais éventuellement capable, d'imaginer une journée, idéale, mais je serais incapable de la suivre. Tout simplement parce Ouais, qu'il ouais. suffit qu'un enfant m'apporte, un marron et qu'il me dise je sais pas quoi et que le marron est germé pour que je leur dise: «Un marron germé, c'est incroyable, il faut absolument qu'on le plante et puis hop, on va faire notre séance de». Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais tu vois, ce que tu dis, Émilie, c'est vachement intéressant parce que et du coup, la boucle est bouclée avec, le tout début, de notre entretien. C'est qu'il faut s'écouter. C'est que, Mmh. heu, il faut être exigeant avec soi-même. On a un cahier des charges, on connaît les programmes, on sait ce qu'on a à proposer à nos élèves, Mmh. mais on va chacun trouver son propre style pédagogique et si tant est qu'on est capable de dire: «Eh, OK, je fais pas de cahier journal et de fiches de prep, hyper détaillées, mais moi je peux te dire que quand mon gamin là, quand Jules il est en train de faire ça, je sais ce qu'il est en train de faire, par rapport au programme et je pense qu'il y a quelque chose de ça à travailler, non? Ouais, tout à fait. Mmh. Mmh. Ouais, ouais, non, c'est enfin et c'est pas si simple que ça, je trouve que dans un monde où on est très normé, d'accepter et d'oser, f ne pas être tout à fait dans la norme et de s de d'être conscient de ce qu'on apporte à nos élèves avec notre manière de faire. Je pense qu'il faut qu'on si vous êtes à l'aise avec votre manière de faire, il faut poursuivre. Moi, je sais que clairement, je suis à l'aise en vidéo, j'arrive à formuler ma pensée face à une caméra. J'ai beaucoup plus de mal à le faire dans un cahier qui, je sais, ne me servira pas parce que je vais pas revenir en arrière et tourner les pages. Donc c'est pour ça que je l'utilise pas, mais je dis pas que c'est pas un outil utile et C'est ça. qu'il aide Mmh. à structurer sa journée, surtout qu'en début, c'est super. Moi, je m'utilise pas parce que je pense que mon cerveau fonctionne pas comme ça, mais mais je suis pas en train de critiquer, le cahier journal, hein. Ouais, ouais, Ah, tout à fait. Oui, oui, non, mais c'est ça qui est important, c'est d'apprendre à se connaître. Qu'est-ce qu'on est, soit en complètement, tant que personne et après en tant que ouais, professionnel pour, mettre tout ça au bon endroit, au service, de l'accompagnement de nos élèves. absolument. Dans tous les cas, il faut être à l'aise avec, ce qu'on propose et ce qu'on a. Si on est mal à l'aise, ben, ça marche pas. Ouais et la boucle est bouclée. Mmh. Un immense merci Émilie de tes Merci réponses. beaucoup Nathalie. Avec plaisir. Au revoir, à bientôt. À bientôt.